sur Télé Antilles. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Les invités de Mike, que vous soyez sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407 ou encore sur Free, le canal 932. Une émission que vous retrouvez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, donc à La Réunion, mais également chez nos compatriotes corses. Une émission que vous pouvez suivre sur le Dailymotion, le YouTube, le Facebook de Télé Antilles et que vous pouvez regarder à tout moment. Aujourd'hui, pour partager donc cette petite heure avec nous, un élu donc de la Guadeloupe, donc député de la Guadeloupe, ancien maire, il a été donc 3 fois conseiller régional, il a été donc vice-président du conseil régional, il a été également conseiller départemental, ancien maire de la ville de Sainte-Anne en Guadeloupe, Monsieur Baptiste, donc Christian Baptiste, qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission. Monsieur le député, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Bonsoir à tous. Bien bonjour. C'est qu'on ne quoi comprendre créole. Oui. Il faut apprendre créole. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il faut comprendre. Nous sommes des Iliens, alors il faut comprendre. Donc bonsoir à tous. C'est une très bonne émission. Alors, je vous accueille. Vous êtes donc nouvellement, on peut le dire, hein, élu dans cette assemblée mythique, l'Assemblée nationale, donc le palais, ce palais palais Bourbon, où il se passe plein de choses. Vous allez nous dire, donc d'ailleurs, depuis votre arrivée dans ce palais, est-ce que d'abord vous êtes impressionné? Donc, est-ce qu'on est impressionné quand on arrive pour la première fois à l'Assemblée nationale? C'est vrai que c'est une autre dimension. C'est assez impressionnant. Surtout, on rentre dans le temple de la législation, dans un des temples du pouvoir de l'État, qui permet de voir comment fonctionne l'organisation d'un État démocratique. Même si ces jours-ci, c'est un mot qui prête à discussion, mais c'est vrai que c'est quand même un lieu où on a le sentiment et le sens de la responsabilité. Et la première fois que je suis rentré, je me suis dit, Christian, là, le comité d'habitat a décidé, est-ce qu'à à la hauteur de la situation, est-ce qu'au diapason qu'on dit mouna? Mais je pense que c'est un choix que j'ai effectué. De par mon parcours politique, au niveau local, que vous avez retracé tout à l'heure, il m'importait aujourd'hui, en tout cas l'an dernier, d'aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire entendre la voix ultramarine, pour pouvoir, parce que j'ai toujours eu ce sentiment et cette réalité qu'il y a des décisions qui sont assez verticales, qui viennent de l'État central, parce que nous sommes, d'ailleurs on dit des départements dits d'outre-mer, je dis des départements dits d'outre-mer, des régions ultramarines, des décisions sont prises, mais parfois hors sol, qui sont très éloignées. Et donc mon engagement, c'est bien évidemment, de montrer quelle est la réalité de nos territoires. Et les décisions qui doivent être prises, il faut qu'elles soient adaptées. Nous sommes là pour légiférer, nous sommes là pour faire des lois, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Mais cela doit se faire effectivement dans l'intérêt de nos populations. Donc, avant tout, je me suis assigné ce devoir de parler au nom de la population. Qu'est-ce que quand on rentre justement dans ce temple donc de l'État français où on produit donc des lois, vous étiez donc pendant longtemps, on l'a dit, hein, vous avez été donc 3 fois conseiller régional donc de la Guadeloupe, donc 3 mandatures. Vous avez été donc vice-président donc de cette région Guadeloupe. Premier vice-président donc de la communauté d'agglomération dont vous dépendez, donc la Carle. Vous avez été conseiller départemental. Et puis, votre chapeau, votre mandat de maire, on se dit quoi quand on arrive à l'Assemblée? Donc là, on n'est plus dans la même sphère. Donc quand on est maire, vous êtes l'homme fort, vous êtes le premier magistrat donc d'une ville, la ville de Sainte-Anne, que vous avez toujours représentée. On est dans une autre dimension. Donc, on est impressionné, on se dit qu'on repart tout doucement. Donc là, c'est l'Assemblée, il faut qu'on se fasse rapidement son trou. Tout à fait. Tout à fait. Il faut prendre ses marques, il faut prendre ses repères, il faut prendre le temps d'adaptation. Vous savez, à l'Assemblée nationale, notamment dans l'hémicycle, c'est assez théâtral. Ouais. Et est-ce que c'est pas... Alors, la question que je vous pose aussi, est-ce que c'est pas trop théâtral, justement? Je vais vous dire, c'est parfois trop théâtral, il y a aussi des coups de théâtre. Ouais. Mais en fait, c'est l'histoire même de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on a eu quelques épisodes où on a parlé de borodélisation. On a parlé effectivement de chahutage, mais je tiens à rappeler que l'Assemblée nationale a été instituée après la Révolution de 1789. Et il faut savoir aussi, à l'époque, que aujourd'hui c'est bunkérisé, hein, on ne peut pas rentrer, c'est très contrôlé.
Mais dans les années 1792, 80, il y a eu des anecdotes d'ailleurs, 1992, 1795, la population pouvait rentrer à l'Assemblée nationale. Parce que à l'époque, les rois, bon, pour eux, parce qu'il y avait des faubourgs, il y avait quand même pas mal de misère dans Paris, donc n'ont pas voulu, la royauté ne voulait pas rester à Paris, donc a été à Versailles. Et donc les personnes qui étaient dans la misère et parfois avec des pétitions venaient rentrer à l'Assemblée nationale avec des pétitions pour faire signer, pour faire voter des lois, pour donner à manger à ceux qui sont les plus pauvres. Et parfois, c'était sanglant et très violent. Il y a eu des députés qui ont perdu leur vie au sein de l'Assemblée nationale. Il y a eu un député qui a été décapité en 1795. Ça, il faut le savoir. Donc, alors je ne dis pas qu'effectivement, qu'aujourd'hui, c'est une décision qui doit être respectée en termes de violence. Mais je veux dire que c'est un lieu où, d'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous le souhaitez, pour visiter l'Assemblée nationale. Donc, il y aura un guide qui va expliquer. Et on verra pas mal de tableaux où on voit tous ces échanges vifs qui ont toujours existé, en fait, en réalité. Et au début, je ne comprenais pas trop, en fait, ce que je voyais l'ambiance. Et après que je me suis bien renseigné, on se rend compte que les députés en général, lorsqu'ils viennent, en tout cas les députés français de l'Hexagone, ils viennent avec cet esprit. Et on voit qu'ils ont été un peu pétris dans cette histoire et ils viennent toujours dans une démarche, effectivement, de pouvoir jouer aussi sa partition. Bon, après ça gueule, mais après, je remarque aussi, après dans les couloirs, ben, ça discute, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est pas, il n'y a pas ni sacré là qu'elle nous dit là, parce que parfois nous dit des mots plus raides, ça un petit peu plus compliqué pour nous calmer en dehors nous. Mais c'est un peu comme ça. Donc, alors c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Bon, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, ce qui est important pour moi, en tout cas, je me dis, moi je ne perds pas mon âme. Je ne perds pas mes origines. Je sais que je suis venu, j'ai une histoire, j'ai un passé de la Caraïbe en tant que Guadeloupéen, et je ne me laisse pas impressionner non plus par les ors de la République, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas pour autant que je vais perdre ma tête, ou en tout cas je vais perdre mon âme. Et j'avoue que j'ai eu à le reprocher parfois à certains élus ou à certains députés qui ont perdu leur âme, leur conviction, parce que bon voilà, il y a des propositions qui sont faites ici et là. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que lorsque vous arrivez comme moi, vous avez battu un ministre, vous êtes très remarqué, et vous êtes tout de suite repéré. Et ça, c'est même pas la peine de vous présenter. Oui, c'est celui qui a battu un ministre. Voilà. Vous arrivez avec des armes. Oui, bien sûr. Justement, quels sont les... Vous arrivez donc de cette Assemblée nationale, donc vous êtes député de la Guadeloupe. Quelles sont vos convictions? Qu'est-ce que vous avez envie donc d'apporter en provenance de la Guadeloupe? Voilà, je veux que cette Guadeloupe-là, que j'amène, cette nouvelle Guadeloupe, parce que vous êtes donc nouvellement élu, qu'est-ce que vous avez envie donc de venir défendre au nom des Guadeloupéens, M. Baptiste? Donc, pour faire court, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, bon, j'ai été élu sur un programme, j'ai été élu sur une vision, sur 5 points particuliers. D'abord, sur les transitions, notamment la transition environnementale, la transition démographique, la transition numérique, la transition économique et la transition politique. Donc, avant tout, je veux que mon territoire, effectivement, aborde ces transitions convenablement, notamment au niveau de la transition démographique, où nous avons beaucoup de jeunes qui quittent parfois le territoire pour aller à l'extérieur et parfois qui ne reviennent pas. Bon, et qui ne reviennent pas parce que justement, économiquement, s'ils reviennent, c'est pour pouvoir travailler. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, globalement, voilà ce message, en tout cas au sommet de l'État, que nous voulons faire. Mais pour ceci, deuxième élément, c'est qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans un système qui est néocolonial, qui est post-colonial. En fait, nous avons un système colonial qui existe, toujours. Mais de ce colonialisme, nous avons une colonialité, c'est-à-dire on nous a enfermés dans des schémas, on nous a enfermés dans des représentations où, en fait, on ne met pas en valeur ce que nous sommes, ou en tout cas, on a tenté effectivement, à travers le colonialisme, de détourner nos propres valeurs, même par rapport à notre histoire. Je veux dire, très simple, très banal, hein. Au moment donné, on nous apprenait nos ancêtres les Gaulois. C'est bon, évidemment, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que nous devons prendre conscience de nos atouts, de ce que nous sommes.
Et à ce moment, que les décisions qui soient prises ne soient plus prises dans une verticalité, mais à partir de la réalité de nos territoires, du terrain. Voilà un peu ce message. Et avec les autres députés que nous voulons faire passer, et là-dessus, nous pouvons le faire sur tous les sujets. Pour revenir sur justement ce retour donc, des matières grises, hein, celles qui partent ici en Hexagone, au Canada, aux États-Unis, qui partent ailleurs donc étudier, est-ce que vous préconisez pour inciter le retour en Guadeloupe? Premièrement, nous avons un certain nombre d'atouts, notamment en matière de développement durable, en matière d'énergie renouvelable. Je crois que nous pouvons avoir un certain nombre, je dirais, de souveraineté. Je ne dis pas d'autonomie alimentaire, mais de souveraineté alimentaire, ou même de souveraineté énergétique. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc on a ça, c'est en nous. Vous pouvez bâtir soleil en nous, vous pouvez bâtir l'eau en nous, vous pouvez bâtir et vent en nous, c'est en nous. Donc c'est à nous, dans un premier temps, effectivement, de faire en sorte. Ensuite, deuxièmement, oui, il y a tout un travail qui est fait, hein, d'ailleurs par des associations pour le retour au pays de nos jeunes. Bon, je ne dis pas que une association, il y a une association retour au pays, d'ailleurs, ça s'appelle, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas tous les jeunes forcément qui vont revenir au pays. Parce que nos jeunes... on a besoin des jeunes. Ouais. Il faut qu'ils reviennent. Oui. Pas tous, mais il faut qu'ils... Mais je veux expliquer. Tous ne veulent pas forcément revenir. Mais je veux dire que l'idée non plus, c'est pas de dire, voilà, on prend tout le monde, nous, fait revenir. D'ailleurs, bon, il faut qu'il y ait des conditions, d'ailleurs, pour ce retour. Mais ma vision des choses, c'est de dire que nos jeunes doivent être au service du pays. Au service du pays. On peut être au service du pays dans le pays, mais on peut être au service du pays à l'extérieur du pays. Nos jeunes aujourd'hui sont tous à l'international. Ils maîtrisent tous pratiquement une langue, soit l'anglais, soit l'anglais ou soit l'espagnol. Ils ne peuvent pas toujours forcément se cantonner. Donc déjà, dans ce premier temps, s'ils reviennent au pays ou dans la Caraïbe, il faut qu'ils aient toujours cette ouverture sur l'extérieur, qu'ils aient toujours cette possibilité d'aller et de venir, et de bouger, et d'être en contact avec le monde extérieur. Quand bien même que nos jeunes seraient à l'extérieur, nous avons un outil qui est fondamental, c'est le numérique, le développement numérique. C'est pourquoi je parlais de transition numérique. Vous avez effectivement des entreprises, des sociétés qui peuvent développer un territoire, qui peuvent travailler pour un territoire avec l'outil numérique. Donc ces jeunes, leur matière grise peut être au service du pays à travers le numérique. Encore faudrait-il que sur le territoire, sur nos territoires, que justement que cet outil numérique soit développé. Alors, à deux niveaux. Il faut qu'il y ait l'équipement, il faut qu'il y ait effectivement le déploiement numérique, c'est-à-dire soit en fibre, soit satellitaire, le déploiement, ou sur tout le territoire, au maximum, qu'on ait accès. C'est l'ambition du conseil régional, en tout cas. Dans un premier temps, il faut aussi les équipements, c'est-à-dire dans les écoles, notamment dans les écoles, mais aussi dans les administrations. Dans les écoles, pourquoi? C'est pour que très jeunes, on apprenne, nos jeunes, tout de suite, à être dans le bain. Et aussi, évidemment, automatiquement, donc, vous allez arriver dans 1, 2, 3 générations, bon, forcément, toute la population sera acquise à cette cause. Mais aujourd'hui, ces jeunes aussi peuvent accompagner leurs parents ou leurs grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait par le numérique. Vous allez faire une déclaration d'impôt, c'est numérique. Tout est, par exemple, les impôts aujourd'hui, pourquoi on diminue? Mais parce qu'ils ne répondent plus au téléphone, parce qu'il faut passer par le numérique, il faut s'y mettre. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que dans les collectivités, aider les foyers aussi à avoir accès. Tous nos jeunes n'ont pas forcément un outil numérique. Hein, vous voyez? Il y a une bonne couverture. Une bonne couverture en Guadeloupe. Ça s'améliore. Elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment par certains opérateurs. Ouais. Voilà. Mais elle n'est pas totale. Mais ça s'améliore. Il y a aussi le conseil régional qui a aussi une certaine ambition. Donc, vous voyez, pour moi, travailler pour son pays peut se faire dans son pays, mais peut se faire aussi à l'extérieur de son pays. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait un maximum quand même de nos jeunes, mais je dis bien pour travailler. Alors, c'est ça la transition économique. Pour travailler, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en place pour pouvoir qu'il y ait un véritable développement économique, social, accompagner des entreprises, mais pas accompagner les entreprises effectivement pour que ça serve à ceux qui viennent de l'extérieur,
mais il faut que ça serve à ceux, aux acteurs du terrain. Et en même temps, monsieur le député, nos jeunes en Guadeloupe, on le voit, donc les stats parlent d'elles-mêmes. Donc, quand ils restent en Guadeloupe, pour la plupart, donc on les retrouve sur le bord du chemin, au bord de la route. Alors, je dis pas que c'est, on va pas généraliser, mais on sait que le pays, on est gangréné donc par ce manque d'activité, par ce chômage qui est grandissant. Donc, on a quand même un chômage à 2 chiffres, il faut le dire. C'est énorme. Donc, depuis des décennies, on en parle, mais ça devient donc un fléau, c'est un poison. Personne n'arrive donc à faire baisser ce chômage durablement sur le territoire. Moi, j'ai la conviction que c'est une affaire qui est éminemment politique. Oui. Vous en faites partie. Hein. Oui, non, mais j'ai dit éminemment politique dans le sens de la responsabilité politique. Oui. J'ai expliqué tout à l'heure, est-ce qu'effectivement que le système dans lequel nous sommes, je fais un petit rapport à l'histoire, le binôme. Oui. Lorsqu'effectivement, en 62, on a dit, voilà, les usines ont fermé, on a rapatrié un certain nombre de compatriotes, on a exporté, déporté un certain nombre de compatriotes. Ouais. Donc on a mis beaucoup d'argent, c'était aller simple. Bon, d'accord, il y en a d'ailleurs, il y en a qui ont réussi, bon, qui ont vécu aussi douloureusement, mais à tout état de cause, il y en a qui ont pu. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas été plus simple aussi de dire que l'État français, on met en place une politique de développement économique pour accompagner et laisser les forces vivre sur place et faire en sorte. Ça, c'est de la responsabilité, effectivement, du politique. Mais du politique qui est en charge du développement économique, qui est principalement l'État. Le problème du chômage aussi, évidemment, ce sont les entreprises qui créent l'activité et qui donnent effectivement à travailler. Mais derrière, vous devez avoir aussi une démarche de l'État ou de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité politique, on parle d'autonomie politique aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la Constitution, il ne faut pas qu'il y ait une révision de cette Constitution, parce que ce n'est pas l'article 73-74 qui répondent aux attentes de nos compatriotes, qui répondent aux projets que nous voulons faire en termes de développement économique. La Constitution, voilà, ça donne un certain nombre d'outils juridiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, à mon avis, revoir, parce que, vous l'avez dit, hein, on a vu le système depuis nani, il ne fonctionne pas. Ouais. Vous l'avez dit, j'ai un larila, il y a un drogue. Bon, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Et donc, je pense que cette autre chose passe par le fait que nous ayons un projet qui soit territorialisé, l'action publique d'une manière générale. Bon, moi, en tant que député, évidemment, je ne vote pas les lois uniquement pour la Guadeloupe. Je suis un député de la nation. Mais quelles que soient les politiques publiques qu'on va prendre... Vous représentez la Guadeloupe? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, je représente la Guadeloupe. Mais je veux dire que je ne veux pas me permettre uniquement de parler de la Guadeloupe dans l'hémicycle de l'Assemblée. Quand je vote une loi, c'est... Voilà. Ça se comprend. Donc, ça dit qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, vous qui êtes un élu, vous qui siégez donc, dans ce palais, est-ce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, il ne faudrait pas réellement, vous parlez donc tout à l'heure de pouvoir, est-ce qu'il ne faudrait pas donc des lois typiquement pour nos territoires? Mais oui, mais ça passe, je dis, ça passe par un changement politique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons dans un système qui permet... Les lois ne peuvent plus être simplement adaptées. Il faut qu'il y ait des lois, effectivement, qui soient réellement en lien avec nos territoires. Parce que avoir un système où que nous ayons cette possibilité de voter nos lois, ça existe déjà dans des territoires. Vous savez, la France... Il faudrait un système comme la Polynésie pour mais vous avez lu dans mes yeux et dans ma pensée. C'est exactement ça. La France est une... avec un président, avec... la France est une république fédérale qui s'ignore. Ouais. Parce que vous avez des COM, collectivités d'outre-mer, des DOM, départements d'outre-mer. Vous avez effectivement des pays d'outre-mer, comme la Polynésie ou la Calédonie. Vous voyez, donc il y a plusieurs systèmes. Et bien, en Polynésie, effectivement, c'est un pouvoir autonome qui existe. Et d'ailleurs, on va y arriver tout à l'heure si on parle du transport des billets d'avion, mais en Polynésie, bon, c'est une société mixte polynésienne qui assure le transport aérien. Donc, c'est pas une entreprise privée extérieure qui fait que... Ça pourrait se faire. Ça se fait déjà. On a la compagnie Caraïbes qui est une compagnie... Non, c'est une compagnie privée. Oui, privée, mais basée en Guadeloupe. Le siège est en Guadeloupe. Enfin, bon, oui, non, mais c'est une compagnie privée. C'est pas une compagnie mixée. Il faut nationaliser le transport. Oui, il faut nationaliser. Pour nous, en tout cas pour nous dans la Caraïbe, il faut nationaliser le transport. Si on veut avoir un service public de qualité, et c'est un peu ce qui se passe en Polynésie, à ce moment-là, vous aurez des prix qui se limitent uniquement au coût de revient. Donc il y a pas de derrière, parce que derrière il y a une course effrénée des compagnies d'ailleurs.
Vous avez vu, dernièrement, il y a eu les 3 compagnies qui se sont entendues pour une entente illicite. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'on a eu des prix qui ont augmenté de matières premières, notamment du carburant. Bon, il fallait bien qu'elles se rattrapent. Elles se sont mis d'accord pour ça. Que peut faire le gouvernement? Donc je dis qu'il y a... Oui. Que peut faire le gouvernement contre ces... Je dis que oui. Donc je dis que par exemple, au niveau du transport, nous devons avoir un transport qui soit nationalisé. De la même façon que je dis que l'EDF, l'énergie, doit être nationalisé pour que nous ayons un service public qui soit de qualité et qui soit contrôlé et maîtrisé. Et qu'il n'y ait pas de la spéculation et simplement pour dire on est là pour faire du profit. Bon, et c'est vrai que quand je discutais avec le ministre Careco, le ministre délégué, je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait pour le transport en Guadeloupe? Il me dit oui, mais dans un premier temps, je vois comment sauver certaines compagnies, c'est-à-dire injecter des fonds publics dans des entreprises privées. Ça m'interpelle quand même. Tant qu'à faire, cet argent-là, autant avoir une entreprise qui soit nationalisée et comme ça, le problème est réglé. Mais enfin, c'est une parenthèse, une grande parenthèse, on va y revenir sur le fond. Mais pour revenir sur l'économie, sur le développement, je dis que le développement de nos territoires doit passer par nos responsabilités. C'est vrai qu'il y a de l'argent qui est éjecté par l'État. Le plus souvent, bon, parfois, sur des sujets sur lesquels il n'y a pas suffisamment de concertation, mais je pense que nous devons passer à un autre cap, et cela passe par un vrai projet qui soit territorialisé. Et pour terminer, parce que lorsqu'on parle effectivement de développement et d'économie, vous savez, il y a l'IDH, l'indice de développement humain. L'indice de développement humain est basé sur 3 éléments fondamentaux. L'éducation, la santé et le pouvoir d'achat. Il faut savoir que dans nos territoires dits d'outre-mer, le meilleur territoire qui est placé par rapport à l'Hexagone sur l'IDH, l'indice de développement humain, a 15 années de retard. 15 années de retard. Donc, il y a une grande disparité, il y a une grande inégalité. Et donc, c'est ce travail-là que nous, en tout cas, nous les parlementaires, que nous voulons en tout cas faire et que nos populations puissent avoir, parce que moi je crois, je disais l'autre jour à l'Assemblée nationale, je crois au développement de l'économie à travers l'économie sociale et solidaire, où on met l'homme au centre de nos préoccupations, l'humain, son épanouissement. Et c'est pourquoi cet indice de développement humain est extrêmement important sur la santé, sur l'éducation, évidemment sur le pouvoir d'achat. On va y revenir puisque on va parler donc de cette réforme donc de la retraite, hein, où on propose, le gouvernement donc d'Elisabeth Borne donc propose donc de travailler 2 ans de plus aujourd'hui. Donc vous nous donnerez votre position sur cette loi puisqu'elle a été votée. Et puis je voulais revenir sur les billets d'avion puisque cette continuité territoriale, on en souffre, monsieur le député. Alors j'ai reçu d'autres députés également donc à votre place. Ma question est toujours la même. Que peut-on faire pour sauver nos compatriotes qui sont ici, ceux qui sont là-bas, parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, donc venir en métropole, venir donc ici en France ou repartir donc visiter la famille, ça va devenir un véritable casse-tête pour les mois et les années à venir. Je le dis ici à Télé Antilles, pour ma première solution radicale, il faut nationaliser Air France. Mais quand vous dites nationaliser, il faut que ça soit une entreprise d'État. Il faut des compagnies publiques. Voilà, il faut que ça soit... Il peut y avoir des privés, mais il faut qu'il y ait une compagnie d'État publique pour pouvoir effectivement maîtriser les coûts. D'une part. Donc ça veut dire que, bon, mais plus généralement, et même en Guadeloupe aussi, qu'il y ait effectivement une entreprise d'État. Et Guadeloupe, ça existait à un moment donné. Et en Guadeloupe, ça existait en Guadeloupe. Et avec le conseil départemental, le conseil général à l'époque. Voilà, donc il faut qu'on y arrive à cela. On peut revenir vers ce système qui est à Guadeloupe. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait commencé à faire un travail. Et je m'interroge. D'ailleurs, qui était mon cousin maire de la Désirade, Max Mathurin. Ouais. Il était désiradien, nilien, président de la Guadeloupe. Il a commencé à développer. Parce qu'à Guadeloupe, au départ, c'était pour aller à la Désirade, à Marie-Galante. Et à un moment donné, à Guadeloupe, aller à Martinique. Il avait commencé. Et puis, brusquement, il a été assassiné dans des conditions mystérieuses qui ne sont toujours pas élucidées. Et on sait très bien ce qui s'est passé, mais ça a été classé. Bon, peut-être que... En tout cas, c'est quelqu'un... Je dis qu'il faut que nous puissions aller vers cette entreprise publique, Air Guadeloupe, Air France, que ce soit des entreprises nationales comme l'EDF aussi, qui doivent être véritablement des entreprises qui soient maîtrisées par la nation. Ça, c'est une première chose. Donc, pas de subvention, on nationalise. Bien sûr. D'accord.
Subvention, c'est quoi? C'est mettre des rustines, mettre un petit pansement oui. Et dire, bon voilà, on va penser aujourd'hui, puis après on réouvre la vanne et puis les prix augmentent à nouveau. Mais bien sûr, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un travail qui se fait, on vous l'a déjà dit. Il y a Catherine Conconne qui vient de présenter un rapport sur, effectivement, la problématique des prix des billets d'avion, sur la continuité territoriale. Ouais. Bon, donc il y a, c'est sorti hier, hein, le 30, on a bien constaté qu'effectivement, premier constat, oui. En tant illicite. Ouais. Bon, oui. Mais pourtant, c'est illicite. Premier constat. Et personne ne peut se mettre. Mais c'était d'actualité quand même. Ouais. Hein. Il y a eu un rapport où on a quand même épinglé. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on va les sanctionner brutalement? Le but du jeu, c'est pas de brutalement sanctionner des entreprises. Bon, mais il faut avoir de la volonté, le courage politique de dire voilà, ben nous disons au niveau de l'État, nous prenons en charge aussi un transport qui soit public et qui soit nationalisé. Ensuite, moi j'ai demandé, j'ai adressé un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une mission d'information sur la Constitution et le prix des billets d'avion. Mais plus dans le sens, avoir des informations pour qu'il y ait une véritable continuité territoriale. Parce que sur la Corse, c'est plus de 200 € par habitant en matière d'aide de l'État pour la continuité territoriale. Ramener à la Guadeloupe, c'est 16 €. 16 €. Vous voyez la différence? Donc, il faut que véritablement, là aussi, que nous ayons une politique en termes de continuité territoriale, parce que lorsqu'on regarde certaines régions ultra-périphériques, Açores, Madère, qui dépendent du Portugal ou les Canaries du Portugal et de l'Espagne, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans ces territoires, eh bien oui, il y a un véritable accompagnement de la continuité territoriale avec pratiquement 50% des billets qui sont pris en charge par l'État. Bon, et quand je discutais, je posais la question, mais comment vous êtes arrivé à cela? Et c'est un combat politique. Donc, avec nos élus, donc c'est ce que nous sommes dans cette démarche pour qu'il y ait une véritable continuité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux partir en vacances au Vietnam ou à Bangkok que de partir aux Antilles. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le député? Attendez, vous avez la Guyane qui est à côté de nous. Ouais. C'est très cher. Hein, ça coûte plus cher que pour venir à Paris. Ouais. C'est une aberration. Ouais. C'est une aberration. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu, dans le cadre de la coopération régionale, dernièrement, la 16e édition, je crois, sur effectivement le transport maritime, le transport aérien dans la Caraïbe. Mais là aussi, c'est toujours les problèmes politiques. Nous sommes tout près, mais beaucoup de difficultés pour pouvoir communiquer entre nous à ce niveau-là. Et donc, parce qu'il y a des taxes notamment qui sont... Et d'ailleurs, le président de la CCI, Patrick Véal-Collier, il me disait, mais Christian, ça fait 8 sur 16, ça fait 8 séminaires de coopération régionale. Et il a posé la question, bon, en tant que politique, je n'ai même pas voulu l'aborder, bon, pour ne pas, à la limite, indisposer, mais lui, il a dit, mais quelle est la volonté politique? C'est pour pouvoir régler justement ce problème de communication aérienne, ou en tout cas de liaison aérienne. Quelle est la volonté politique? Et bon, personne ne répond, quoi. Je veux dire, il y a des lois, mais ces lois-là ne sont pas suffisantes. Mais en même temps, monsieur le député, alors là, on parle donc du problème donc Hexagone Antilles, mais des fois, pour partir, vous êtes en Martinique, vous voulez aller en Guadeloupe, vous avez des billets de 250, 300 €. Qui régule ces prix? Qui régule ces tarifs? Comment peut-on laisser faire sur des territoires aussi proches? C'est le système de la concurrence. C'est la chaîne de la concurrence. Bon, en plus de ça, l'État, les élus, dont vous faites partie, il y a pas mal de... Personne n'a en fait, il y a pas mal de taxes aussi. Hein. Ouais. Il y a un certain nombre de taxes qui sont... à certaines périodes, de dire que les taxes n'évoluent pas. Donc, forcément... Alors, parce que vous prenez un billet ce matin, le même billet, en tout cas le même vol... le lendemain, vous voyez que ça change parce que, bon, je veux dire... Non, mais je pense qu'il faut refonder tout ça, il faut revoir tout ça. À mon avis, bon, je ne suis pas spécialiste dans le transport aérien. Bon, je ne veux pas remettre en cause le travail des compagnies aériennes, parce qu'eux aussi, ils gueulent hein, par rapport à l'État aussi. Hein. Donc, ça veut dire que, bon, il y a quand même... bon, mais je pense que quand même, il faut... il n'est pas normal que nous, notamment les Antillais, les régions ultramarines, qu'il n'y ait pas cette continuité. Il faut qu'il y ait... Il n'y a pas une politique. Il faut dire les choses très clairement. Ouais. Il n'y a pas une politique véritable en termes de continuité territoriale entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Ça n'existe pas. Il faut que ça puisse exister. Voilà. Vous en débattez entre collègues, entre
élus Oui. des DOM à l'Assemblée nationale. Oui, oui, voilà. Ouais. Non, c'est vrai que les nouveaux députés que nous Donc, vous sommes, faites partie. oui, voilà. Donc, ce sont des sujets qui aujourd'hui, on commence à, même dans le discours, on commence même nous. Bon, je suis au groupe socialiste et apparenté. Ouais. Bon, le président Boris Vallaud reconnaissait que, oui, un certain nombre de sujets qu'il ne maîtrisait pas, mais donc il compte sur nous pour pouvoir qu'on puisse faire un travail. Et lorsqu'il viendra aux Antilles, bon, pour qu'il soit bien imprégné de nos réalités. On parle de déplacement, mais pareil, quand on a un ministre délégué ou un ministre qui vient aux Antilles, alors comment peut-il s'imprégner donc des difficultés antillaises s'il vient une journée par-ci, une journée par-là et il repart, les problèmes restent les mêmes. Comment peut-on demain, donc dans un futur proche, aborder les vrais problèmes avec l'État régalien? L'État a tous les pouvoirs là-dessus. On parle des billets d'avion, on parle des problèmes de l'eau en Guadeloupe. On a tous ces pouvoirs donc, de l'État qui sont là et on a l'impression que toutes ces difficultés, on en parle depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, mais on a l'impression que rien ne bouge et encore plus, ça s'empire, monsieur le député. C'est dans la méthode. C'est dans la méthode. Il faut sortir d'une méthode qui soit verticale, une méthode qui est descendante, pour passer à une méthode qui soit ascendante et plus dans la concertation. Et en plus, ne pas non plus vouloir. Bon, moi, je parle le problème de l'eau, par exemple. Oui. Parlons-en. Le problème de l'eau, on nous colle une loi venant de l'Assemblée nationale, portée par 2 parlementaires. Bon, est-ce que ça a réglé le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, ça règle le problème? Non. Aujourd'hui, le problème de l'eau, effectivement, il faut compter entre 800 millions à 1 milliard d'euros pour pouvoir refaire toutes les canalisations, d'accord, sur le réseau. Bon, certes, on ne peut pas faire ça. Les mettre sur la table. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ouais. Bon, j'entends le ministre qui dit non, c'est pas un problème d'argent. Mais oui, c'est un problème d'argent. Parce que si c'était pas un problème d'argent, moi, je suis arrivé, j'étais en Guadeloupe dernièrement, et bien, il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit, mais à Gentilly, mais ça fait 4 jours qu'on n'a pas d'eau. Et quand j'ai rencontré le préfet le 24 janvier, je lui ai dit, monsieur le préfet, j'ai participé à une réunion avec monsieur le ministre délégué à l'Outre-mer, et qui dit, oui, les choses se sont, Jean-François Cagneco, les choses se sont vraiment bien améliorées. Bon, d'ailleurs, on a bien remarqué que Christian Bastien n'a pas ouvert sa bouche dans cette réunion. Bon, parce que bon, c'était une réunion sans ordre du jour, donc j'appelle, bon, je le dis très clairement, ce n'est pas ma façon de fonctionner, ma méthode. J'ai dit, écoutez, monsieur le préfet, et je lui dirai au ministre lorsque je le reverrai, ne dites pas qu'en Guadeloupe que les choses se sont améliorées convenablement, ou en tout cas nettement améliorées, mais pas du tout. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau toujours, et des coupures qui sont très longues. D'autant plus que, d'après ce que je comprends, on envoie des coupures. Elles sont là. L'impression, moi, je visite la Guadeloupe de temps à autre. J'ai l'impression qu'on arrive en Guadeloupe. Alors, il faut, quand on a un petit peu d'eau, mettre le compte à rebours parce qu'on sait que ça va être coupé. Il y a eu des efforts qui ont été faits en matière de rénovation des réseaux. Bon, j'en connais quelque chose sur Sainte-Anne, notamment sur des hauteurs, sur Fouchier, c'est vrai. Mais il faut prendre le problème plus largement. Il faut vraiment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train effectivement de. Parce qu'à un moment donné, il y a un travail qui était fait sur la rénovation des réseaux. Bon. Mais il faut vraiment amplifier cette dimension de rénovation. Il faut refaire les réseaux. Et en fait, c'est des réseaux qu'il faut refaire de façon parallèle, en fait. C'est-à-dire que l'ancien réseau, on fait un nouveau réseau à côté, et l'ancien réseau, on l'abandonne. Bon. Et je crois que ça. Alors, on m'a dit que c'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire de gouvernance au sens administratif du SMGAG. Bon, il y a un nouveau directeur, bon, mais ça traîne, ça tarde. Bon, nous, on s'est battu. Et ce que je ne comprends pas, cher Mike, lors de la mission Outre-mer, c'est-à-dire lors du budget, nous avons quitté l'Assemblée nationale à 2h du matin. Il y a 10 millions d'euros. On rappelle que vous êtes co-rapporteur de cette mission d'Outre-mer. Tout à fait, membre de la commission des finances et co-rapporteur. Oui, c'est vrai que dans le budget initial, la loi de finances initiale, il y a eu 10 millions d'euros. Bon, c'est toujours autant. Mais nous voulons beaucoup plus. Nous voulions beaucoup plus. 10 millions d'euros, pourquoi faire? Pour l'Outre-mer, pour accompagner... 10 millions. 10 millions, oui. En plus de ce qui existe déjà. Oui. Bon, enfin, vous allez me dire que c'est une goutte d'eau. Oui, ça fait de jeu de mots. Bon, n'empêche que, évidemment, ce n'était pas suffisant. Parce que vous avez des territoires où il n'y a pas d'accès à l'eau potable, comme à Mayotte. Bon, ou comme la Guadeloupe, il y a de véritables problèmes de réseau. Donc, nous avons voulu ajouter beaucoup plus.
bon, ce qui a été voté à l'Assemblée nationale par la majorité, par tous les partis, bon, mais qui a été rejeté, c'était 200 millions d'euros en plus, d'une manière générale, hein, sur le budget outre-mer que nous ajoutons, entre autres, et on demandait d'augmenter effectivement ce montant. Et bien, ça a été balayé par le 49.3. D'accord? Encore. Ouais. Et j'entends dernièrement, bon, j'en vois mon collègue Dominique Théophile qui dit, mais oui, mais le président de la République a présenté 35 millions d'euros en plus par année, en plus supplémentaire par an, pour Mayotte et pour la Guadeloupe. Mais c'est quoi cette démagogie-là? Pourquoi cet argent-là, on ne l'a pas mis tout de suite dans la loi de finances initiale? C'est quoi ça? Alors qu'on avait déjà annoncé 54 millions d'euros lorsque le président Chalus a été voir le président Macron à l'Élysée. Où sont ces 54 millions d'euros? Donc on me dit que ce n'est pas un problème d'argent, mais les gens n'ont pas d'eau, toujours, en Guadeloupe. On en parle depuis 40 ans. Voilà, et donc on en parle depuis 40 ans. Vous êtes d'accord avec moi que mais bien sûr, on est dans un brouillard. Ouais. On est dans un brouillard. Donc je crois que non. Je crois qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, qu'on puisse s'asseoir et dire voilà, qu'est-ce qu'on aligne? Ouais. Qu'est-ce qu'on aligne? Et moi, je peux vous dire qu'il y a des techniciens qui sont compétents en Guadeloupe concernant l'eau. Parce que je crois qu'on envoie des AT, des assistants techniques. Tous ceux qui ont connu l'eau, qui ont travaillé avec les multinationales, ils connaissent leur job. Et je ne pense pas que ce soit l'extérieur qui pourra venir. Alors, on a un réseau qui est interconnecté. Il faut bien connaître le réseau. Et quand vous ne connaissez pas le réseau, vous aurez des problèmes. Est-ce qu'il faut justement, pour revenir sur ce problème d'eau sur le territoire guadeloupéen, est-ce qu'il faut un audit avec une structure privée bien définie pour mettre sur la table les vrais problèmes donc, de ce réseau? Question que je vous pose. Hein. Non, c'est une vraie question. Ouais. C'est un vrai sujet. Bon, je peux vous dire que j'ai discuté très longuement. On a eu une très belle discussion avec mon collègue Elie Kalifer, avec le président de l'association des maires en tant que président, et avec deux techniciens de l'eau. Bon, c'est vrai que c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. C'est vrai que vous avez des multinationales, des sociétés privées qui sont venues, bon, en fait, quand même, qui se sont goinfrées, qui n'ont pas vraiment fait leur boulot. Bon, mais c'est vrai que ce sont des structures qui sont solides, bon, qui peuvent rapidement réagir. Alors, la question, elle est là. On se pose la question, est-ce que tout compte fait? Est-ce qu'il n'est pas intéressant qu'une société, effectivement, privée vienne, bon. Mais neutre. Oui. Très bien, monsieur. Ouais. Surtout neutre, qu'ils ne viennent pas pour pouvoir, effectivement, je dirais, se goinfrer, en tout cas, faire un profit. Pas en envoyer deux. Voilà, il faut... Et qu'il n'y ait pas une forme de complicité avec l'État, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé et qui pourrait se dessiner. Donc, c'est quelque chose qui doit bien se faire. Alors, c'est vrai que le problème de l'eau, c'est qu'au moment où, effectivement, et je veux quand même rendre un hommage à Aimé Hernandez, parce que c'est lui qui a voulu quand même que nous puissions maîtriser l'eau et faire en sorte, bon, en disant que voilà, peut-être on peut assurer par nous-mêmes. Bon, il s'avère que lorsque ça a été mis sur la table, bon, effectivement, au plus haut lieu, on a cherché à casser le système pour qu'on puisse réellement être maître de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Bon, non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais ça doit se faire dans la transparence, dans la neutralité. Bon, moi, je suis prêt à échanger dessus, à discuter dessus. Pourquoi pas? Mais il faut que les choses soient claires. Très bien. Alors, autre vrai sujet, monsieur le député, en tout cas, on vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui donc, sur Télé Antilles. Je voudrais aussi saluer Peggy Ladéon qui nous réalise cette émission. Autre sujet qu'on met sur la table, qui est sur la table donc, depuis quelques années également, c'est le problème donc, de la délinquance, la montée de l'insécurité sur ce territoire guadeloupéen. Petit territoire, mais on peut le dire, gangréné par des problèmes qui sont de plus en plus criants. Donc, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, donc... les choses, j'ai envie de dire aussi, un peu comme l'eau, elles s'empirent. Oui, il faut toujours chercher la genèse d'une certaine affaire. Bon, alors, je ne dirais pas que le trafic d'armes, la drogue, qu'on doit tolérer parce que justement, nous avons une situation économique et sociale qui est difficile, qui en fait entraîne aussi cette situation. Donc forcément, on est sur le fait toujours que si nous voulons, dans un premier temps, faire en sorte que nos jeunes soient occupés, qu'il y ait de vraies politiques économiques, sociales qui créent l'activité à travers les entreprises, qui créent l'emploi, qui donnent des revenus. Voilà, ça c'est le cercle vertueux. Cependant... En même temps, monsieur le député, si on ne veut pas qu'ils aillent à l'extérieur sans retour au pays, quand on les laisse au pays, on sait très bien comment ça se termine, la plupart du temps. Tout à fait. Mais oui...
C'est un constat. Hein. Oui, mais le constat, il a été fait. Vous savez, moi, j'ai discuté avec un certain nombre de policiers. D'abord, le syndicat Alliance Police qui m'a expliqué, notamment, vous avez parlé de trafic d'armes, effectivement, de circulation de la drogue. Bon, il y a un certain nombre de solutions, et en tout cas, et notamment, il disait que, par exemple, il faudrait qu'il y ait une brigade d'intervention qui soit véritablement sur le territoire. Et ce sont des sujets que personnellement, que je vais porter et que je vais accompagner les policiers dans leur démarche. Bon. Mais ceci étant dit, moi j'ai discuté aussi avec un autre policier qui est à la retraite, qui vit ici. Je l'ai rencontré dans un cadre littéraire, qui me disait qu'il y a eu un basculement en 1986, 85-86, de jeunes, effectivement, qui sont nés ici, peut-être du Bibidom ou autre, et à qui on a donné des billets d'avion pour retourner sur nos territoires. Bon, et qui avaient déjà un certain nombre de pratiques. Et c'est là où les choses ont basculé. Et ça, c'est un policier qui me le dit. Il me dit qu'il est bien placé pour le savoir. Et il a écrit d'ailleurs dans un livre. Ah ben d'accord. Très bien. Mais oui. C'est quoi je me dis, je l'ai rencontré. Ancien commandant de police, donc tout à fait. Il est au cœur du. Il est au cœur du. Voilà, exactement. Hein. On s'est rencontrés dans un cadre littéraire, donc c'était sur un documentaire de mon collègue à l'Assemblée nationale, mon collègue Jean-Victor Castor, sur René Maran, qui est le premier noir qui ait remporté le prix Goncourt en 1921, qui était un Guyanais, qui était un administrateur des colonies, notamment au Congo, et qui à l'époque abordait déjà des sujets qui sont toujours d'actualité, et qui a mis à nu le colonialisme, alors qu'il était fonctionnaire colonial. Les problèmes de l'égalité homme-femme, des problèmes de l'environnement, de la protection de l'environnement, depuis 1921. Hein, voyez. Et donc, tout ceci dans ce cadre-là, donc voilà l'explication. Mais aujourd'hui, on en est là. Bon, la situation, elle est ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je crois qu'effectivement, qu'il faut quand même pouvoir donner aussi les moyens à nos policiers. Je parle surtout pour le trafic d'armes. D'accord. Parce que c'est le pouvoir régalien. C'est le pouvoir régalien, là. Hein, voilà. Et surtout c'est l'État. Donc l'État ne s'engage pas suffisamment. Parce que nous avons quand même des frontières qui sont poreuses. Moi, à l'époque où j'étais vice-président à la région, le président Lurel a proposé à l'État que la région puisse accompagner et acheter une vedette rapide pour pouvoir surveiller les côtes. Et évidemment, l'État, oui, je dis évidemment parce que c'est vrai que c'est de pouvoir régalien. Évidemment, l'État a dit non, mais c'est pas votre pouvoir, ça c'est notre pouvoir. Mais c'est pouvoir. Alors que la région était prête à investir, voilà. Donc ce problème de trafic d'armes à tout bout de champ, oui, il faut quand même apporter des solutions. L'État laisse pourrir la situation. Mais parce que tout simplement, c'est peut-être pas volontaire. Ouais. Je ne vais pas incriminer en disant que c'est volontaire, c'est peut-être pas volontaire. Mais il n'y a pas de volonté politique pour ça. C'est-à-dire, à la limite, c'est ma foi à ces messieurs, ma foi à eux. Hein, de toute façon, il y a eu 1000 kilomètres. Bon, mais nous qui vivons, qui souffrons de cette situation, mais nous, on va le faire entendre. Et comme je dis, ce n'est pas pour mettre à mal les autorités de l'État. Ce n'est pas pour mettre à mal la direction. Je connais très bien. Moi, j'ai quasiment, je dirais, un ami, parce que ses parents sont de la même région que moi, dans les Grands Fonds de Sainte-Anne, qui est à la direction de la police en Guadeloupe. Bon, évidemment, ils ont leur rôle. Mais à un moment donné, il faut aussi voir la souffrance de nos territoires et faire entendre à l'État central, non, trop c'est trop, maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Et si ce n'est pas le cas, effectivement que nous entrons dans un système où aussi nous donnons les moyens politiques pour pouvoir le faire. Notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, Christian Baptiste, donc élu de la nation, député de la Guadeloupe, donc qui a accepté donc de répondre à nos questions. Il est membre de la commission finances à l'Assemblée nationale, mais également co-rapporteur donc de la mission Outre-mer. Vous apprenez donc après quelques mois, juste après votre installation, comment vous sentez-vous donc dans cette assemblée, dans ce palais où il se passe plein de choses? Oui. Ça va. Non, je m'adapte. C'est vrai que ce sont des journées qui sont très longues. Ouais. C'est quasiment de 9h du matin à minuit parce que nous avons nos séances. Le lundi matin, c'est le temps d'arriver. Donc, il n'y a pas, en général, pas trop de contraintes au niveau de l'Assemblée, sauf si on a des rendez-vous. Mais mardi matin, ce sont les réunions de groupe.
en général. Le mercredi matin, ce sont les réunions de commission, la commission finance par exemple. Et le reste, l'après-midi, lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi matin, ce sont les débats. Voilà. Et en général, on finit à minuit. C'est arrivé qu'effectivement, qu'on est terminé à 6 h du matin ou à 4 h du matin. Voilà. Mais c'est une expérience très enrichissante. C'est une expérience qui demande le sens de la responsabilité, à mon avis. Les débats interminables, justement, puisqu'on parle de débat, vous avez débattu sur un sujet brûlant, d'ailleurs, qui a beaucoup fait brûler également. Donc, la France. Au sens propre comme au sens figuré Au sens propre comme au sens figuré. Donc, cette réforme contre la retraite, quelle est votre position, votre positionnement sur ce débat, Alors, Christian? Moi, je suis contre cette réforme pour 2 raisons. La première, c'est que le système de répartition n'est pas en danger, comme le dit le Conseil d'orientation pour la retraite, que nous avons auditionné, la Commission sociale et la Commission des finances, le président du corps, nous avons, parce que c'est quand même 800 millions d'euros d'excédents qu'il y avait en 2021, 3,2 milliards en 2022. Bon, on dit que d'ici 2027, il y aura un déficit, mais non pas dû aux dépenses, mais dû aux recettes. Bon, d'accord. Mais il y a d'autres variables d'ajustement sur lesquelles on peut effectivement trouver des fonds pour pouvoir compenser. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il faut trouver? C'est 18 milliards. Je pense que ça peut se trouver. Et je pense que mon collègue Gage a fait des propositions très intéressantes qui sont sur les réseaux. Et donc, ça veut dire que lorsque nous disons que nous sommes contre, nous avons des propositions à côté. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que sur l'aspect comptable, tableur Excel, c'est comme ça que le gouvernement l'a présenté. Il y a des solutions là. La deuxième raison, c'est le rapport même que nous devons avoir au travail. Moi, je dis que il ne faut pas taxer, ou en tout cas, comme on dit, un impôt sur la vie des hommes et des femmes. Le travail, c'est une philosophie même. Je suis contre parce qu'il n'y a pas de philosophie derrière. L'humain n'est pas pris en compte. Le travail a une histoire. Le travail, c'est-à-dire que depuis l'Antiquité, il y a eu des hommes et des femmes qui ont travaillé sous l'esclavage. Des hommes et des femmes. Depuis l'Antiquité. Et nous avons connu aussi cet esclavage dans une période de notre histoire. Vous avez effectivement des hommes, des enfants qui ont forcé à travailler. Après la révolution industrielle, vous avez des hommes et des femmes qui travaillaient pratiquement pendant 12 heures d'affilée et qui n'avaient pas de week-end, qui n'avaient pas de vie. Ce sont des gens qui, en fait, vivaient, mais c'était pour travailler. Aujourd'hui, je dis qu'il faut travailler pour vivre. Et tous les combats qui ont été menés autour du travail, le travail pour les femmes, les congés payés. Les congés payés, les congés payés, la médecine du travail, toutes les luttes qui ont été menées, eh bien voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous puissions travailler, mais que derrière, que la vie, aussi l'humain, ne doit pas connaître une vie uniquement de travail, mais travailler effectivement et permettre de préparer sa retraite. Et préparer sa retraite, c'est-à-dire tout simplement que nous puissions aussi prendre, je dirais, goût à la vie et plaisir à la vie, et non travailler, on travaille, et puis brusquement on est à la retraite et on meurt. Ce qui arrive souvent. Et il y a beaucoup de corps de métier, alors sans compter les problèmes de pénibilité du travail là-dessus. Donc je crois que cette réforme, elle est quelque part, elle ne tient pas compte de l'humanité. Elle est injuste, selon vous. Elle est injuste, elle ne tient pas compte de l'humanité, mais l'histoire même de l'humanité. C'est-à-dire cette évolution que nous voulons, cette philosophie que nous voulons. Je parlais effectivement de l'indice de développement humain, et justement que derrière tout ça, que à travers la retraite fait partie de cet indice de développement humain, eh bien, même après le travail, on peut aller effectivement encore s'inscrire avec le voyage, avec l'éducation, avoir une bonne santé, parce qu'effectivement, s'il faut travailler toute sa vie et au moment où on vient à la retraite, eh bien, on n'a pas une bonne santé, ce n'est pas intéressant. Donc voilà, donc c'est ces deux aspects pour lesquels je dis que non, à mon avis, il faut que, déjà, s'il y a 62 ans, au moins que ça reste à 62 ans, il y en a qui souhaitent 60 ans, mais on ne peut pas encore demander et trouver, il y a d'autres systèmes comptables et des variables d'ajustement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette répartition équitable. Vous regrettez que cette réforme soit passée par le 49.3 ou vous aurez souhaité donc qu'il y ait vote autour de
Le gouvernement, de ce projet? Le président Macron et son gouvernement, dès le départ, ont bien compris que c'est une réforme qui n'aura pas une adhésion. Enfin, ont bien compris. Il n'y aura pas, en tout cas, une adhésion au sein de l'Assemblée nationale. D'accord, donc injuste et impopulaire. Voilà. D'abord injuste, et politiquement. Alors, injuste, oui, et impopulaire. Alors, et je dirais où il y a un déni de démocratie. Alors, je pense qu'ils n'ont pas mesuré l'impopularité de cette mesure. Ils se sont dit, voilà, on aura peut-être quelques difficultés pour que démocratiquement, que l'Assemblée puisse faire passer cette loi. Donc, on a cadré et on a cadenassé, effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale. On a pris un véhicule, avec évidemment le problème du 49.3, le 47.1, le 44.3, enfin, voilà, pour pouvoir passer en force et en se disant que, voilà, nous allons passer. Mais le gouvernement n'avait pas mesuré les popularités, maintenant, de cette mesure, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore cette possibilité du Conseil constitutionnel qui va se prononcer le 14. Si le Conseil constitutionnel fait son travail normalement, je pense qu'il y a des mesures qui seront retoquées, mais il ne faut pas oublier que... y compris les 2 années supplémentaires? Vous espérez que les 2 années supplémentaires soient revues je vous avoue que je suis sceptique. Vous savez pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel, parmi les membres qui sont pratiquement 80% des membres, enfin, je crois que le Conseil constitutionnel est composé de 8 membres. Mais, pas 12 12 membres, excusez-moi, de 12 membres. Mais sur ces 12 membres, il n'y a que, au niveau de la gauche, il n'y a que François Hollande, ancien président, et comment il s'appelle, et Laurent Fabius, ancien Premier ministre. Tout le reste ont été nommés par Macron. Donc je vous laisse deviner. Donc la loi, elle est préparée, elle est prête et elle sera promulguée. J'ai entendu un professeur de droit constitutionnel. C'était à la télé, je crois que c'est sur BFM, qui disait que si le Conseil constitutionnel fait son travail normalement, mais il y a un certain nombre de mesures qui devraient être rejetées, normalement. Et s'ils ne le font pas, c'est la porte ouverte à... Mais comme je vous dis, vu la composition du Conseil constitutionnel, on peut avoir des doutes. Il faut le savoir quand même. Voilà. Un petit mot sur le gouvernement. Aujourd'hui, selon vous, il est impopulaire. On devrait rebattre les cartes. Madame Morne devrait présenter sa démission. Attendez, je vais vous dire. Sans langue de bois. Non, justement, le président de la République a brandi la menace de la dissolution. Ouais. Bon, alors bien évidemment, de toute façon... C'était pour faire peur? C'était pour faire peur. Vous avez eu peur, vous, à ce mais pas du tout. Pas du tout. De toute façon, là, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est soit de faire un référendum selon l'article 11 de la Constitution, directement, parce qu'on a aussi ce référendum... Il avait dit dans son programme. Ouais, de ce référendum d'initiative partagée, mais c'est dans 9 mois. Ouais. Mais autant qu'il le fasse tout de suite, ou qu'il dissout l'Assemblée nationale. Mais je vais plus loin. Il faut qu'il démissionne, le président Macron. Si on parle de... Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que, en fait, c'est lui qui est remis en cause. Mais on ne parle plus d'Elisabeth Borne. Hein. C'est le président Macron qui ne peut plus sortir et avoir un bain de foule. Il faut quand même le noter, ça. Il ne peut plus sortir s'il n'a pas 200 gendarmes ou 4 camions de policiers pour l'accompagner. Donc, ça veut dire qu'il est directement, lui, impopulaire. Donc, c'est lui qui doit démissionner. Et forcément, s'il démissionne, eh bien, le peuple français va choisir un nouveau président sur la base, ou une présidente sur la base d'un programme. Et automatiquement, ce nouveau président, cette nouvelle présidente qui sera élue, eh bien, le français doit lui donner une majorité à l'Assemblée nationale. Forcément, il va falloir dissoudre l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre en place sa politique. Donc, aujourd'hui, la solution n'est pas simplement de dire de dissoudre l'Assemblée nationale. Évidemment, on va dissoudre. De toute façon, nous gérons en campagne, pas de problème. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est soit il fait un référendum, et s'il est dans l'esprit de cet esprit de la Constitution, effectivement, comme De Gaulle, mais s'il perd ce référendum, normalement, il devrait s'en aller du pouvoir. Ou alors rester en cohabitation. Voilà, absolument, rester en cohabitation. Mais je dis qu'aujourd'hui, à la limite, le fusible, c'est plus le premier ministre, le fusible, c'est Macron. C'est lui qui doit démissionner. Vous avez envie de retourner aux urnes, vous, personnellement? Parce que le peuple doit s'exprimer. Ouais. Parce qu'il y a eu des démocraties au niveau du Parlement. Alors, dernière chose, le peuple... en même temps, question que j'ai oublié de vous poser, monsieur le député. Ce programme, cette réforme donc, de la loi retraite, il l'avait proposé dans son programme. Oui, mais attendez. Donc, mais quelques temps avant, il a dit, d'ailleurs aussi, un de vos confrères sur CNews,
qui a montré qu'il a dit qu'il était contre la retraite à 62 ans. Oui, mais ça, c'était dans son premier mandat. Oui, d'accord, mais les choses ont évolué. Oui, mais d'accord, mais ce qui se passe, c'est que ce qu'il avait dit, c'est exactement ce que le peuple veut. Et voilà, donc quelque part, bon, mais c'est pas bien de dire. Dans le deuxième mandat, il avait proposé, mais il avait dit qu'il passerait donc peut-être par la voie du. Mais ce n'est pas bien de dire tout et son contraire, de dire ça à un moment donné et après venir. Mais en tout état de cause, c'est impopulaire. Donc, le peuple, aujourd'hui, a le pouvoir de se faire représenter, de donner mandat à un élu. Je pense qu'il faut une évolution de la Constitution où le peuple aussi a le pouvoir de révocation. Même Jean Météo là, le peuple a le pouvoir aujourd'hui de dire je vote pour telle personne. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le peuple n'a pas le pouvoir de révocation. Et bien, il faut qu'il y ait une évolution aussi dans la Constitution pour que le peuple aussi ce pouvoir de révocation. Il faudrait une 6e Constitution. Je pense bien. Ouais. Oui. Il faut qu'il y ait ce pouvoir. Vous prenez pour une 6e non? La Constitution date de 1958, elle doit être totalement dépoussiérée. Il faut qu'il y ait une... Et cette Constitution, par endroit, n'est plus adaptée, je dirais, à l'évolution de nos mœurs, de la société, de la vision et du monde. Je dirais du monde. Nous sommes dans un contexte international qui a beaucoup évolué. Et donc, je pense qu'il faut cette évolution. Alors, j'ai 2 questions pour vous encore. Donc, on a un groupe LIOT qui est à l'Assemblée nationale, donc, qui regroupe beaucoup d'élus des départements d'outre-mer. Pourquoi ne faites-vous pas partie de cette formation à l'Assemblée? Mais parce que tout simplement, je suis... mon histoire, c'est quoi? Je suis au PPDG, Parti progressiste démocratique guadeloupéen. C'est ce parti-là, c'est mon parti en Guadeloupe. Et on a toujours eu l'habitude de travailler avec la Fédération socialiste. Et alors, aussi à l'époque, il y avait le GUSR. Bon, après, les choses ont changé. Et donc, pour moi, c'était tout naturellement... bien avant que je sois élu, pour dire, voilà, donc je vais siéger en tant qu'apparenté, avec une certaine liberté néanmoins, au sein du groupe. Et concernant le groupe LIOT, au départ, c'est vrai qu'Olivier voulait créer un groupe des Outre-mer. Ouais. Bon, mais selon certains articles du règlement intérieur, ce n'est pas possible de créer effectivement un groupe communautaire. Bon, donc effectivement, bon, mais lui, il fallait quand même qu'il puisse se retrouver dans un groupe qui ait une certaine indépendance, parce que bon, lui, il était avec le gouvernement Macron à un moment donné, il a bien compris que... Sur son premier mandat. Voilà, son premier mandat. Bon, évidemment, il s'est rapidement ravisé, parce que c'est vrai que ça aurait été compliqué pour lui de défendre Macron et être réélu. Et donc, je pense qu'il est dans un groupe avec Jean de Courson, ça fait 30 ans qu'il est à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a de la... 7 mandats. 7 mandats, quelqu'un qui a de la bouteille. Et je pense que c'est eux qui ont proposé comment ça s'appelle, la motion de censure qui est transpartisane. Quand vous avez voté? Que j'ai voté, absolument, que j'ai voté. Et voilà, donc par conséquent, donc je ne suis pas à la LIOT, mais néanmoins, nous, les députés ultramarins, il faut le savoir, nous avons cette volonté de travailler ensemble et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons fait notre rentrée parlementaire 2023 à Cayenne. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, vous ne faites pas partie de LIOT, pourtant vous étiez donc là pour cette rentrée parlementaire. Donc, alors, généralement, ça se fait à Paris et vous vous êtes dit, vous n'êtes pas en mettant en place donc, alors je peux dire une instance de la sorte, vous n'êtes pas un petit peu rentré en résistance? C'est une forme de résistance. Et nous serons toujours en résistance. Et de plus en plus en résistance dans la mesure où nous estimons que nos réalités territoriales ne sont pas abordées avec assez d'attention. On a l'impression qu'on s'en fout ou qu'on ne nous entend pas. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à dire ce que nous avons à dire et effectivement à faire un travail pour qu'effectivement qu'on puisse nous entendre. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu marquer notre rentrée parlementaire à Cayenne sur des sujets importants, sur les problèmes effectivement du développement économique, sur les problèmes du pouvoir d'achat, de santé. Voilà, ce sont tous ces sujets. Et c'est une première. On a pris des résolutions. C'est une première, mais il y en aura d'autres sur des autres territoires au fur et à mesure, régulièrement dans l'année. Et je crois que la prochaine qui est prévue, normalement, c'est à La Réunion. Très bien. Et comme vous dites que c'est une première également pour vous ici à Ténanti. Merci encore à vous d'être venu sur ce plateau. J'espère que vous reviendrez, monsieur le député. Donc, si vous m'invitez, volontiers. Oui, donc ce sera avec grand plaisir. Alors moi, volontiers, non, mais le rendez-vous que j'ai pris avec nos élus, parce que nos compatriotes ont besoin donc de ça, donc ont besoin des nouvelles du pays. Vous représentez donc ces régions, hein, que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, donc la Réunion. On a besoin de vous entendre. Et autrefois,
il n'y avait pas trop de médias. Aujourd'hui, on a Télé Antilles. Donc, on est là, nous sommes là pour vous, on vous accueille quand vous souhaitez. Vous souhaitez donc. Très bien. Et puis bientôt, on pourra même faire le direct. Les gens pourront même vous interpeller sur le plateau. Très bien. Ça, Mais je voulais quand même aborder par rapport à ça, à la visibilité effectivement de nos élus ultramarins, bien évidemment, qui viennent de la Guadeloupe, notamment les députés. Mais nos élus ultramarins qui sont ici, notamment en France hexagonale et peut-être plus particulièrement en Île-de-France. Parce que moi, vous savez, quand je rencontre mes collègues ici ou les associations, c'est un travail que je fais tout naturellement. On vous voit régulièrement sur le terrain d'ailleurs. C'est important pour vous? Oui, parce que... Est-ce que vous le faites alors? Est-ce que vous le faites parce que vous êtes nouvellement élu? Ou alors c'est quelque chose qui vous passionne? Cette vie populaire, ces assemblées, cette rencontre avec les ultramarins, c'est quelque chose qui vous passionne profondément? Profondément, que j'ai toujours fait. Et ce que je fais ici, en fait, c'est ce que je fais en Guadeloupe. Donc, je fais que reproduire. Donc, c'est une passion, mais c'est naturel. Je ne m'efforce pas. D'autant plus que je suis accessible et je suis assez sollicité. Mais ce que je voulais dire, justement, fort, justement, de cette approche, de cette proximité avec... Je pense qu'il y a un travail que vous aussi, les médias, que vous devez faire. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élus, et beaucoup d'associations même, n'ont pas de communication entre elles. Chacun, parfois, je ne dis pas que chacun mène son action dans son petit coin, mais il y a un travail qui est déjà fait. Il y a d'ailleurs, il y a effectivement un certain nombre d'institutions privées qui accompagnent ces associations. Mais je remarque, je discute et je vois, et à la limite, je voudrais même être, ou en tout cas nous, les élus, parce que les sujets que nous portons à l'Assemblée nationale intéressent aussi, nous travaillons pour nos territoires, mais intéressent aussi nos compatriotes ici. Donc là aussi, il y a un travail à faire, et peut-être que justement, ce travail-là pourra être facilité par les médias tels que vous faites, et j'en suis persuadé d'ailleurs, et je vous félicite à cet effet. En tout cas, de mon côté, c'est un peu cette démarche aussi, cette proximité que j'ai avec l'ensemble des associations, c'est pour aussi que entre elles et entre les élus, qu'il y ait cette communion et que nous soyons une véritable force constructive. Très bien, et on va y veiller bien évidemment. Merci à vous, monsieur le député, monsieur Christian Baptiste. C'est moi qui vous remercie. D'être venu dans cette émission, Les Invités de Mike, une émission donc, que vous retrouvez sur Orange, le canal 398, sur Bouygues 407 et sur Free, le canal 932. Vous pouvez nous regarder également sur Dailymotion, YouTube et le Facebook de Télé Antilles, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou sur le territoire donc, de la Corse. Vous pouvez donc nous suivre. Merci à vous. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à vous, monsieur le député. Vous me faites la promesse de revenir ici, sur le plateau. D'une part, et d'autre part, si vous m'invitez au galop. Très bien, ce serait avec grand plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir suivis. Merci à Peggy Ladéon pour cette réalisation. Merci à Jean-François Saint-Louis et toutes ses équipes pour l'orchestration. Merci à Olivier Judith également pour le montage. Merci à vous. Et à très vite sur Télé Antilles avec d'autres invités. Vous le savez, ici, notre devise sur la chaîne Télé Antilles, qui est la vôtre, notre devise, c'est de rester toujours plus près de vous.